Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur votre tribune consacrée à l'éducation, à la citoyenneté. Vous le savez, nous avons entamé une nouvelle étape cruciale dans notre pays. La 5e mandature de la décentralisation au Bénin est en pleine effervescence. Le 14 février dernier, l'installation des conseils communaux et municipaux a marqué le coup d'envoi d'une transformation profonde avec plus de 70 maires et leurs adjoints en place. On assiste à un véritable renouvellement de la classe politique dans notre pays. Aujourd'hui, on observe l'arrivée d'une nouvelle génération, cette génération qui prend les rênes donc de nos différents territoires au Bénin. Les figures traditionnelles laissent donc place à de nouveaux visages, sans doute porteurs d'espoir et d'ambition. Alors, quels sont les différents défis et quelles sont les opportunités de cette nouvelle ère? Comment les citoyens peuvent-ils jouer un rôle actif dans cette évolution? La réponse, c'est tout à l'heure à la tribune débat. La chronique de ce jour va s'intéresser à un droit fondamental qui fait de chacun de nous citoyen à part entière. Il s'agit bien sûr du droit de vote. Exaucito Savi, parole à vous. L'importance du droit de vote. Dans beaucoup de sociétés, voter est devenu un geste presque banal. On se rend dans un bureau de vote, on choisit un bulletin, on le glisse dans l'urne, puis on rentre chez soi. Un geste simple, presque automatique. Or, derrière ce geste se cache quelque chose de fondamental, le droit de vote. C'est l'un des piliers de la société. Il permet à chaque citoyen de participer aux décisions qui orientent la vie collective. Et pourtant, on constate de plus en plus de désintérêt, surtout chez les jeunes. Beaucoup pensent que leur voix ne compte pas, que tout est déjà joué ou que voter ne change rien. Le droit de vote n'a pas toujours été accessible à tous autrefois. Il est le résultat de luttes, d'engagement et de combats menés par des citoyens qui refusaient d'être exclus des décisions qui concernaient leur propre avenir. Dans différentes sociétés, des catégories entières de population ont longtemps été mises à l'écart de la vie politique. Ce droit est donc une conquête. Le considérer comme un simple détail ou un geste inutile, c'est oublier qu'il représente une victoire contre l'injustice et l'exclusion. Voter, ce n'est pas seulement choisir une personne ou un symbole sur un bulletin. C'est participer à la vie démocratique. C'est accepter de prendre part à un système dans lequel les décisions sont censées refléter la volonté du peuple. Grâce au vote, les citoyens choisissent leurs représentants dans des institutions comme le Parlement, qui ont pour mission de faire des lois, de contrôler l'action des dirigeants et de défendre les intérêts de la population. Quand une grande partie des citoyens ne votent pas, la démocratie s'affaiblit car les décisions sont prises par une minorité plus mobilisée. Il se crée alors un décalage entre les dirigeants et la réalité vécue par la majorité. Le vote est aussi un moyen d'expression citoyenne. Il permet de soutenir des idées, de défendre des valeurs, mais aussi de refuser certaines orientations. Même si un seul vote paraît insignifiant, ce sont des milliers, parfois des millions de votes réunis qui construisent un choix collectif. S'abstenir peut sembler être une forme de protestation silencieuse qui n'apparaît pas clairement dans les résultats. Voter, au contraire, permet de transformer ses opinions, ses colères ou ses espoirs en actions concrètes. Le droit de vote est donc à la fois un droit fondamental et une responsabilité.
Il symbolise l'égalité entre les citoyens. Chaque vote a la même valeur. Même quand on est déçu, même quand on doute des promesses, le vote reste l'un des moyens les plus simples et les plus pacifiques d'agir sur l'avenir collectif. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider à sa place. Voter, c'est affirmer sa place dans la société et dire « je fais partie de cette communauté et mon avis compte ». Alors, à nous de nous poser cette question. Si notre voix compte vraiment, sommes-nous prêts à continuer de la garder silencieuse quand il est temps de choisir l'avenir de notre société? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Exocito Savi, pour cette belle chronique qui nous renvoie donc à ce devoir, ce droit fondamental qu'est le vote. Et nous allons à présent suivre la leçon de civisme, cette leçon qui nous renvoie à l'esprit civique. Le respect de l'environnement, un impératif pour notre avenir. Il est courant de voir des personnes jeter des déchets dans les rues, les parcs et les lieux publics. Cette attitude est non seulement désagréable, mais elle est également dangereuse pour notre santé et notre environnement. Le respect de l'environnement est un impératif pour notre avenir. Les déchets et la pollution peuvent entraîner des maladies graves, détruire les écosystèmes et affecter la qualité de l'air et de l'eau. Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger notre environnement, comme réduire, réutiliser et recycler les déchets. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Faisons de la protection de l'environnement une priorité et construisons un avenir plus sain et plus durable pour tous. Le moment tant attendu, cette tribune débat, et avec cette nouvelle mandature, comme je le disais dans les notes liminaires, les défis sont nombreux pour nos différents maires. Nous sommes au cœur de la décentralisation. Alors, comment assurer une gestion efficace et répondre aux différentes attentes des populations? Quelles sont les priorités et quels sont les différents obstacles à pouvoir surmonter pendant cette 5e mandature de la décentralisation dans notre pays? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Kenevo. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes expert en gouvernance locale et en décentralisation. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. On va commencer tout de suite par nous intéresser aux préoccupations axées sur la vie du citoyen. Et je voudrais déjà savoir comment est-ce que le citoyen béninois peut aujourd'hui concrètement s'impliquer dans le suivi et le contrôle de l'action municipale. Merci beaucoup. Je pense que le premier élément d'implication, c'est d'aller voter, comme votre collègue vient de le dire, de participer au choix des conseillers communaux et municipaux. Mais une fois que le choix a été fait et la majorité se dégage, il y a l'équipe municipale qui est installée et qui se met au travail. En ce moment, c'est la démocratie locale qui permet aux citoyens de s'impliquer dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. La démocratie locale, c'est l'ensemble des mécanismes et des aménagements qu'on apporte dans la gestion d'une collectivité territoriale permettant aux citoyens de participer aux prises de décision, à la formulation des politiques publiques, à leur mise en œuvre et à recevoir la reddition de comptes. Donc, en matière de démocratie locale, il y a un volet participation citoyenne
il y a un volet reddition de compte redevabilité et il y a un volet inclusion dans la mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, si nous regardons notre système de décentralisation, il y a un enjeu essentiel, c'est de permettre à tous les Béninois de commencer l'apprentissage de la citoyenneté responsable, l'apprentissage de la démocratie au niveau local. C'est-à-dire dans nos quartiers de ville, dans nos villages, dans nos arrondissements et dans nos communes. Dans cet environnement, on suppose qu'on se connaît. On suppose que les coups bas, les intrigues sont moindres qu'au niveau du Parlement, au niveau national. Donc, on offre un environnement plus ou moins accessible aux citoyens et à partir de cet environnement-là, on commence l'apprentissage de la démocratie locale, l'apprentissage de la gestion des affaires de la cité, mais à un niveau, à une échelle réduite. Vous voyez, donc c'est pour ça que dans tous les pays du monde, le premier enjeu de la décentralisation, c'est de renforcer la démocratie au niveau local et faire en sorte que les citoyens se sentent impliqués dans la formulation des politiques publiques, dans les grandes décisions de la commune. Et quand on parle des grandes décisions, nous avons les documents de planification. On ne peut pas élaborer un plan de développement communal sans que les citoyens ne participent, ne serait-ce qu'au diagnostic. On viendra peut-être à ces éléments tout à l'heure. Vous l'aviez très bien évoqué en parlant donc de démocratie locale. Il y a la participation citoyenne, il y a la réédition de comptes, donc la redevabilité des gouvernants, et puis il y a l'inclusion dans la mise en œuvre. Ouais. Alors, à quel moment peut-on parler de droits et de devoirs, par exemple, du citoyen, quand on se retrouve donc à cette échelle de gouvernance? D'accord. Les citoyens ont des droits, mais aussi des devoirs. Mais on a souvent tendance à mettre en avant les devoirs plutôt que les droits. Le droit du citoyen, le premier droit du citoyen, c'est de pouvoir accéder aux informations liées à la gestion de sa commune. C'est pour ça que le Code de l'administration territoriale oblige les collectivités territoriales à rendre disponible tout ce qui est délibération, tout ce qui est décision, y compris le document de budget. Vous voyez, si vous allez dans n'importe quelle commune aujourd'hui, la commune est obligée de vous donner copie du budget de la commune pour que vous puissiez regarder. Et si vous avez des observations, vous pouvez les envoyer au maire, vous pouvez les envoyer aux conseillers de votre quartier, de votre arrondissement. Et ça, c'est un droit que nous n'utilisons pas souvent. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il faut véritablement que les communes, les maires, les secrétaires exécutifs aillent au-delà de ce qui est prévu dans la loi en mettant les budgets, leur version numérique, en diffusion sur les réseaux sociaux. La question du budget au niveau de nos communes, est-ce que ce n'est pas une question qui relève à la limite du couvent? Non, pas du tout. Parce que la session qui amène à l'adoption du budget, que ce soit au niveau du conseil de supervision ou au niveau du conseil communal, ce sont des sessions ouvertes. Donc, vous pouvez assister au débat, surtout en conseil communal, au débat sur les choix budgétaires de la commune. Lorsque on travaille sur le rapport qui va animer le débat d'orientation budgétaire au niveau de la commune, c'est un document qu'on doit publier après son adoption. Et aujourd'hui, l'idée de faire un budget sans aller vers les forces vives de la commune est en train d'être remise en cause. C'est-à-dire, vous voulez faire un budget, nous sommes dans la commune, ici c'est à Bomekalavi, à Glodjigwe. Alors, le budget de la commune
commence par ce qu'on appelle le rapport qui alimente le débat d'orientation budgétaire. Et dans ce rapport, on doit déjà faire des consultations. Le secteur privé, les associations, les OSC, on doit déjà les consulter. Pour faire cette consultation, est-ce que le conseil communal, présidé peut-être par le maire, fait appel à ces forces vives? Quel est le mécanisme mis en place? Les consultations, il y a des communes qui ont structuré des cadres intégrateurs où vous avez les différents acteurs. Il y a des communes qui ont des conseils consultatifs de la jeunesse. Il y a des communes qui ont des organisations des femmes. Donc, c'est l'ensemble des forces vives. Ce n'est pas les partisans du maire. C'est l'ensemble des forces vives de la commune, le secteur privé, les organisations professionnelles, les jeunes, les femmes de nos marchés. Il faut consulter tous ces acteurs-là pour avoir leur orientation, pour avoir leur attente. Il y a aussi l'orientation du gouvernement. Si le gouvernement dégage des ressources pour l'agriculture, si le gouvernement dégage des ressources pour l'apprentissage, il faudrait aussi que les communes soient dans cette dynamique-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments que le maire donne au secrétaire exécutif, des instructions pour que le débat d'orientation budgétaire soit mené sur la base de ce rapport. Mais comment est-ce que les citoyens peuvent parvenir à se rendre compte que leurs préoccupations ont été effectivement prises en compte? Il y a des mécanismes plus avancés. Vous savez, quand on parle de participation citoyenne au Bénin, nous nous en limitons seulement au premier palier, au premier niveau, c'est-à-dire l'information. Donc, 2 fois par an, comme c'est exigé pour les fonds FADEC, le maire réunit les gens dans une salle, même si c'est avec les OSC et autres qu'on retient la thématique, le maire vient et il dit voilà ce que nous avons fait. Ça, c'est le premier palier. L'information, c'est le premier palier des 5 paliers au moins de la participation citoyenne. Donc, quand vous avez l'information, c'est le début ou le commencement du début. Après, vous avez la consultation. Donc, on consulte sur ce que nous voulons faire. Nous voulons réaménager notre cimetière. Nous voulons installer des parcs de loisirs. Nous voulons créer des aires de jeu. Nous voulons avoir un festival dans notre commune. On consulte. Mais après la consultation, il y a un autre niveau plus élevé, la concertation. Donc la concertation, c'est déjà que nous nous mettons ensemble pour dégager une idée. Il y a un 4e niveau où c'est la co-construction. Donc, on s'assoit de façon paritaire pour élaborer. Maintenant, il y a un 5e niveau qu'on observe en matière de budget participatif où la commune dit « moi j'ai 100 millions pour les projets communautaires ». Donc, les OSC, les associations de développement de la commune, proposent des projets que, quand ces projets-là sont sélectionnés, la commune finance ces projets-là. Donc, dans ce mécanisme, on laisse entièrement la main aux citoyens de dire, nous, on élabore un projet pour résoudre un problème qui se pose à nous. Donc, dans ces mécanismes-là, il y a aujourd'hui, dans notre pays, il y a des structures qui existent au niveau communautaire, en matière de santé, One Health, tout ça là, il y a des relais communautaires qui existent au Bénin. Mais dans le cadre du budget participatif, on a des comités de village et de quartier, on a des comités d'arrondissement. Donc, c'est tous les citoyens qui sont disponibles. Mais on veille à ce que le secteur privé soit représenté. La chefferie traditionnelle, je crois qu'à Calavi, il y a
des têtes couronnées, des représentants de la chefferie traditionnelle, les syndicats, les organisations professionnelles, les transporteurs, tous ces acteurs-là. Et Calavi étant une ville universitaire, il faut aller sur le campus pour voir, disons, les associations d'étudiants, les associations de jeunes, et dialoguer avec ces personnes-là. Parce que ce que nous oublions et qui fait qu'il y a rupture entre ceux qui gèrent la commune et les citoyens, c'est que on a décentralisé pour que le pouvoir là soit organisé au sein des masses populaires, comme on le disait pendant la Révolution, au sein des forces vives de la commune. Mais si ce pouvoir-là est pris en otage par les organes politiques et le secrétariat exécutif, ça veut dire que les citoyens seront en déphasage avec ce qui est fait. Et c'est ça qui amène l'incivisme fiscal, par exemple. C'est ça qui amène tout ce qu'on peut reprocher à des citoyens parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans les politiques qui sont menées. Alors, pour que nous puissions connaître une 5e mandature davantage animée au service donc, de nos populations, est-ce que vous pouvez nous aider aujourd'hui à mieux apprécier quel est le rôle du maire? Parce qu'on voit par exemple des maires, une fois installés, ils sont dans la démarche de renouveler par exemple tous les cadres de l'administration. Est-ce qu'on peut essayer d'apprécier un peu les prérogatives du maire? Oui, le rôle du maire a été fondamentalement revu. En 2020, le maire qui était installé était à la fois président de l'organe de délibération et aussi patron de l'administration communale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, c'est le maire qui nommait aux emplois communaux, c'est le maire qui était au donateur du budget, c'est le maire qui décidait de comment les marchés publics seront gérés. Mais depuis 2022, à la suite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le maire est cantonné dans un rôle plus politique, dans une coordination et dans les directives pour le développement. Donc aujourd'hui, le maire est pleinement dans son rôle d'animer la démocratie locale parce que ça relève de ses prérogatives. Le maire, c'est aujourd'hui, le maire, c'est lui qui préside tous les organes politiques, le conseil communal, le conseil de supervision, et lui-même, il est un organe. Et il a des attributions propres. Donc aujourd'hui, il revient à chaque maire de mettre en place des cadres de dialogue avec les jeunes, avec les femmes, avec le secteur privé. Vous savez, la mandature qui commence là doit permettre aux communes de promouvoir une économie locale. Une économie locale, c'est d'améliorer la croissance, c'est d'améliorer la création de richesses et d'emplois dans la commune. Et on ne peut pas le faire en dehors des acteurs économiques. Donc, il y a ce défi qui est là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les maires qui veulent structurer quelque chose de bien, de durable, je leur conseillerais d'asseoir le budget participatif. Le budget participatif, c'est un cycle annuel qui fait que pour élaborer le budget et le mettre en œuvre, on a des phases de diagnostic au niveau des quartiers, des villages et des villes, et ensuite au niveau des arrondissements. Le diagnostic, c'est quoi? C'est de dire quel est l'existant en termes d'infrastructures socio-communautaires, quels sont les services sociaux de base qui sont disponibles dans les quartiers, dans les villages de la commune, et qu'est-ce que les populations attendent des autorités communales. Quand on fait ce diagnostic-là, il y a généralement des projets ou des idées de projets, des idées de politique publique qui sortent des populations. Mais le simple fait d'entretenir ce dialogue, cette consultation, ce diagnostic avec les citoyens,
ça permet aux citoyens d'être valorisés en tant que tels et de se dire « je compte dans la commune ». Ce n'est pas seulement pendant que je vote que je compte, mais pendant le mandat, parce que l'idée mondiale aujourd'hui, c'est de partir de la démocratie représentative à une démocratie, disons, participative. Donc, le citoyen est honoré et ses liens avec la commune sont renforcés. Et quand ces liens avec la commune sont renforcés, ce sont ces liens avec l'État qui sont renforcés. Donc, lorsque vous mettez en place le budget participatif, par exemple, lorsque la décision est prise par le conseil communal et que les mécanismes, les formations, les sensibilisations sont menées, chaque citoyen sait que dans l'année, il y a des sessions du budget participatif dans son quartier, dans son village et dans son arrondissement. Et donc, on fait l'arbitrage des attentes parce qu'on n'aura jamais les ressources suffisantes pour prendre en compte tout ce que les citoyens désirent dans un quartier ou dans un arrondissement. Donc, au niveau arrondissement, on fait un arbitrage. Et ensuite, au niveau de la commune, on fait un dernier arbitrage et on passe à l'intégration des projets dans le budget et le plan annuel d'investissement. Donc, à partir de ce moment, les gens se disent « Ah, cette école-là, c'est nous qui avons pris la décision avec le maire ou le conseil communal de construire cette école-là. » Et donc, ils sont même, c'est là qu'on fait le lien de motivation, d'attachement, d'adhésion à cette politique publique. Et c'est là qu'on fait facilement le lien entre le budget participatif et le développement conduit par les communautés. C'est ça. Les communautés sont prêtes à même aider l'entrepreneur en puisant de l'eau, en coupant et en mettant à disposition du bois, etc. Donc, ça, c'est des éléments extrêmement importants qui montrent que la qualité même des infrastructures réalisées dans le cadre du budget participatif et dans le cadre du développement conduit par les communautés, ces infrastructures sont solides et durables. On est pratiquement en début d'installation des nouveaux maires pour le compte de cette 5e mandature. Ils ont forcément besoin de consultations pour parvenir à une gouvernance crédible. Aujourd'hui, en dehors donc de ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres défis majeurs qui attendent nos maires? Oui, je parlais tantôt de ce défi qui est de bâtir une vraie économie dans chacune de nos communes. Vous savez, le citoyen, il se lève, la première préoccupation, c'est d'aller mener une activité. Et c'est faute d'activité dans les communes que vous voyez les gens converger vers Cotonou, vers Paracourt, vers les grandes villes. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que là où vous êtes, dans votre territoire, là où vous avez un attachement particulier, qu'on puisse développer l'économie de ce territoire-là pour que vous puissiez avoir progressivement de l'emploi et vivre décemment. Il y a deux choses qui retiennent les gens dans les territoires. C'est, disons, l'emploi qui est disponible et la qualité des services sociaux de base. Lorsque vous allez dans un territoire, dans une commune, et que vous avez de l'eau potable dans votre robinet, vous avez l'électricité sans coupure, vous avez Internet, vous avez des logements décents, vous avez des aires de jeu où vous pouvez aller jouer au foot, au basketball, etc. Vous avez des parcs où vous pouvez vous détendre avec des arbres bien taillés, propres, avec, disons, une bonne vendeuse de nourriture, de boissons. Mais qu'est-ce que vous irez chercher
à Dans une Cotonou, grande ville. où vous n'avez pas vos repères. Vous avez vos repères dans votre territoire, mais parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas le même niveau de services sociaux de base, vous décidez de laisser votre territoire pour aller à Cotonou dans les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on prévoit qu'en 2050, on aura plus de la moitié de la population africaine dans les villes. Et ça nous interpelle aujourd'hui en tant qu'acteurs de la décentralisation pour accélérer la création de richesses et la mise en place des services sociaux de base. Pourquoi l'enfant qui est à Cotonou, à 500 mètres, a déjà une école, un centre de santé, des espaces de loisirs, et que l'enfant qui est hors de Cotonou, à l'intérieur du pays, lui doit faire 4 km pour aller à l'école, il doit faire 5 km pour aller dans un centre de santé. Donc ces inégalités-là, c'est pour les résoudre qu'on a mis en place la décentralisation. Mais tant que la commune ne va pas prospérer économiquement, ce sera toujours de l'argent venu du gouvernement ou des partenaires. La question de la décentralisation, c'est une question de chaîne à la limite. Le maire, aujourd'hui, en voulant parler de ses prérogatives, comment est-ce qu'on peut parvenir à l'inviter à pouvoir collaborer, que ce soit avec les acteurs locaux tels que les élus, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement? Parce que bien souvent, le maire, une fois installé, devient le super patron. On a pu le constater au cours des mandatures antérieures. Non, je pense que aujourd'hui, il y a des éléments d'atténuation. Le premier élément, c'est que le maire, n'étant plus élu, parce que l'élection demeure dans notre droit électoral pour la décentralisation, mais c'est la troisième option. Donc, nous sommes dans le cas de figure où les partis ont la majorité, donc c'est eux qui désignent les maires et autres. Donc, le fait que le maire soit désigné aujourd'hui fait qu'il n'est plus forcément, il ne peut plus se considérer comme un super patron parce que sa légitimité vient, c'est vrai, du suffrage exprimé par les populations, mais surtout du choix porté sur sa personne par, disons, les responsables de son parti politique. Ça, c'est un premier élément d'atténuation. Le second élément d'atténuation, c'est que le maire n'est plus celui qui nomme aux emplois, celui qui gère les marchés publics, celui qui gère les affaires domaniales, celui qui gère le budget, celui qui gère le matériel roulant et autres, qui peut mettre un véhicule à la disposition d'un conseiller qui est favorable, etc., etc. Donc, à partir de ce moment, le maire doit être dans une démarche de rassemblement. Le maire, c'est, vous savez, dans la gouvernance locale, il y a un élément important, c'est d'identifier les poches de tension dans la commune et de les résoudre. La cohésion sociale, la cohésion nationale dont nous parlons doit venir de la cohésion de chaque commune. Et c'est la gouvernance locale qui est à même d'apporter cette cohésion. Donc si le maire se met dans une posture de grand patron, ça ne va pas marcher. Il doit descendre, il doit être sur le terrain, au contact des populations. C'est ça qui fait la force d'un maire et c'est ça qui est recherché. Je donne souvent l'exemple, un maire d'un pays voisin est allé en Italie, à Rome, et pendant les 3 premiers jours de son séjour, il n'a jamais eu l'occasion d'aller voir le maire de Rome dans son bureau. Évidemment, il a l'hôtel de ville, c'est un grand palais, tout beau, tout... mais chaque fois, quand il commence sa journée, c'est toujours sur le terrain. Et donc, il demande au maire de Rome, mais votre bureau, vous n'avez pas de bureau? Et le maire de Rome lui dit, non, mon bureau, c'est le terrain. C'est vrai, j'ai un bureau, mais je n'y suis pas souvent.
c'est quand il y a session, c'est quand il y a des réunions que je suis au bureau. Sinon, je passe le plus clair de mon temps sur le terrain. Et c'est pour ça que vous voyez à Paris, on n'a pas la chaîne qu'on a au Bénin où, à part l'arrondissement, dans les quartiers, il n'y a pas de chef quartier à Paris. Parce que justement, on vise, la tradition française de décentralisation vise des espaces réduits où le maire peut descendre et aller au contact des populations, discuter. Et vous, si vous voyagez dans ces pays, vous verrez qu'un conseiller, un simple conseiller municipal, programme des rendez-vous de reddition de comptes avec les habitants de sa circonscription. Mais ici, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on a des ressorts historiques, culturels, pour nous permettre de faire ce genre de choses. Franck Kenevo, vous êtes expert en gouvernance locale et décentralisation. C'est déjà la 5e mandature à l'ère de la décentralisation dans notre pays. Quel est, je vais dire, le conseil que vous portez à l'endroit de ces nouveaux maires-là qui viennent d'être installés, surtout en matière de formation continue? Non, je pense que les maires sont bien entourés. C'est vrai que quand vous êtes dans ces charges-là, dans ces responsabilités, vous avez forcément besoin d'être formé, d'être orienté. Mais je souhaite que les maires ne subissent pas des formations académiques, mais qu'on leur donne des formations pratiques, qu'on leur donne des éléments pour qu'ils rentrent directement dans leurs fonctions. Et ça, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire. C'était pire quand les formations étaient ouvertes à toutes les organisations. Et même quand c'est centralisé, resserré, moi, je ne suis pas encore satisfait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un cadre qui permet au maire de s'en sortir. C'est son cabinet, ses adjoints, disons, au niveau du secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif est aussi un conseiller du maire. Les directeurs sont là pour conseiller le maire. La cellule juridique est là pour conseiller le maire. Et en plus de ça, il faudrait maintenant que le maire puisse vraiment avoir les rudiments pour aborder sa mission, de sorte que l'innovation, vous voyez les lignes budgétaires, c'est toujours les mêmes choses. Non, il faut innover, il faut sortir des sentiers battus. Au Maroc, on a tous été édifiés de constater que quand la crise de l'emploi s'est créée, c'est au niveau des collectivités territoriales qu'on a eu les réponses les plus efficaces. Et donc, dans un pays comme le Bénin, où l'une des préoccupations majeures des citoyens, c'est l'emploi décent et stable, je pense que les communes sont interpellées. On a des équipements marchands, on a des carrières, on a, disons, des ressources du sous-sol. On a des opportunités qu'on peut transformer en emploi, et c'est ça qui crée l'économie locale. On a des femmes qui sont vaillantes, mais qui ont besoin d'être accompagnées, encadrées. Ça, c'est le rôle des collectivités territoriales, d'accompagner ces femmes-là pour qu'on puisse créer la richesse. Et c'est dans cette création de richesse que la commune améliore ses ressources propres. Et il faut maintenant des mécanismes pour mieux mobiliser ces ressources-là. Et je pense que l'État aussi est interpellé, parce que l'État a mis en place des mécanismes numériques pour récupérer ces impôts et taxes, mais au niveau des communes, ça traîne. Il faudrait aussi que sur le foncier, sur la taxe professionnelle, etc., tout ce qui est impôt au niveau local, tout ce qui est fiscalité locale, que l'État puisse aider les communes
en mettant en place une plateforme où on peut payer ses impôts, on peut recevoir ses avis, etc. et les payer en ligne. Lorsqu'on a mené le paiement en ligne des impôts, mais le niveau de civisme fiscal au Bénin a augmenté. Donc on a compris que c'est les tracasseries, aller faire la queue dans les centres d'impôts qui étaient aussi un problème, qui empêchait, limitait l'engouement des Béninois à payer les impôts. Donc, je pense qu'au niveau local aussi, il faut aider les communes au lieu de les laisser prendre des initiatives éparpillées. Il faut mettre en place un terminal pour payer les impôts et ça va aider à améliorer les ressources propres des communes et avec ces ressources-là, les communes peuvent maintenant investir dans l'économie locale. Il y a une chanson populaire qu'on tournait en dérision, l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire que quand vous investissez, le retour sur investissement, ça vous permet de développer votre territoire. Il y a aussi le marketing territorial qu'on néglige dans nos communes. Le marketing territorial, c'est un ensemble de décisions et d'actions qu'on mène pour donner de l'attractivité à son territoire, pour que les gens puissent avoir une préférence pour son territoire. Celui qui veut investir des hectares pour l'agriculture, pourquoi il ira à Calavi plutôt qu'à Ouida? Donc ça, c'est des éléments d'attractivité que chaque commune développe pour impressionner les investisseurs. Pourquoi le gouvernement va célébrer telle journée, telle manifestation officielle dans telle commune plutôt que dans telle autre? Ça, c'est le marketing territorial que nos communes doivent lancer pour véritablement être, disons, des territoires attractifs. Voilà autant de défis qui s'imposent à nos différents maires, mais il y a une question fondamentale sur laquelle je voulais quand même revenir, concernant toujours les maires, c'est leur relation avec leurs adjoints et même avec le secrétaire exécutif, parce qu'on a dû constater au cours de la 3e et 4e mandature que ça n'a toujours pas très bien fonctionné. Oui, je pense qu'avec les secrétaires exécutifs, il y a la cellule de suivi de gestion des communes qui fait un travail important et qui permet aussi aux maires de comprendre que les secrétaires exécutifs, quand vous regardez le code de l'administration territoriale, vous avez l'impression que les secrétaires exécutifs sont intouchables et font ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas vrai. Il faudrait bien lire le code de l'administration territoriale pour voir que le conseil de supervision est le lieu d'interaction entre les organes politiques que le maire préside et le secrétaire exécutif. Maintenant, le reste, c'est question de leadership, c'est question d'organisation pour que les tests disent que le maire est le patron de la commune, il est la première autorité politico-administrative, donc il n'y a pas deux capitaines dans un bateau et je pense que c'est le leadership du maire qui doit faire le reste. Maintenant, avec les adjoints, il faut aussi que nous puissions avoir cette culture en dehors de tout ce qui est état civil, que les adjoints gèrent. Il faudrait aussi que dans les domaines de compétences du maire, il faudrait permettre aux adjoints aussi d'exister et d'apporter leur contribution. Moi, je crois, je ne sais pas si l'autorité de tutelle va le leur permettre, mais il est important que dans les domaines où nous avons des présidents de commission, par exemple, qu'on puisse permettre aux maires de répartir ces domaines-là entre ses adjoints pour que les adjoints puissent faire le suivi et lui rendre compte, recevoir des instructions du maire pour contribuer à améliorer la gestion de ces secteurs-là au niveau de la commune. Ça, on ne peut pas être adjoint au maire sans titre.
Lorsque vous êtes adjoint au maire, vous devez être en charge d'un domaine ou des domaines donnés. Donc, il faudrait véritablement que les préfets comprennent ça et permettent au maire de pouvoir désigner, confier des domaines. On a des commissions qui concernent les finances et autres, on a des commissions affaires culturelles et autres. Ces domaines-là, il faut les partager aux adjoints. Le maire, il a déjà la coopération, la police administrative et la représentation de l'État. Donc, il peut désigner des adjoints en charge de tel domaine pour que lui-même et ses adjoints puissent faire le point avant d'aller en conseil de supervision, par exemple. Comment réussir la démocratie locale? C'est donc la démarche dans laquelle nous nous retrouvons. Et vous nous aviez fait cas de la participation, de la réédition de comptes, de l'inclusion, bien évidemment. Ouais. Mais comment est-ce que le secrétaire exécutif, qui est le patron de l'administration désormais, Le patron délégué. Le patron délégué de l'administration. Bon, en tout cas, il est le patron de l'administration, on peut dire ça. Alors, comment est-ce qu'il peut aider à contribuer à la transparence et surtout la question de la redevabilité? Parce qu'on a le sentiment que pour les questions de redevabilité, c'est la veille que les informations circulent sur les plateformes numériques, alors que le citoyen avait déjà son agenda établi pour le compte du lendemain. Comment gérer tout ça? Je crois que vous êtes en train de parler des séances de réédition de comptes. OK. Dans ces séances-là, le secrétaire exécutif a un rôle extrêmement important parce que c'est lui qui porte la mise en œuvre des actions, des politiques de la commune, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est l'ordonnateur du budget, c'est lui qui dirige tous les services municipaux, communaux. Donc à partir de ce moment, c'est lui qui a les éléments pour élaborer le document de reddition de comptes. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que le secrétariat exécutif ou le secrétaire exécutif puisse mettre en place les mécanismes de transparence. Vous savez, il est prévu qu'on puisse afficher les décisions du conseil de supervision, les décisions du conseil communal. C'est déjà ça de le faire et de diffuser les versions numériques. Vous voyez. Et ça permet aux gens d'être informés, mais aussi d'informer les gens très tôt des séances de reddition de comptes. Quand ils sont informés et que la séance est terminée, pourquoi ne pas filmer cette séance et mettre ça sur Internet? Pourquoi le document présenté par le maire, ce document-là, n'est pas diffusé sur les médias sociaux? Il y a tellement, si nous voulons être transparents, si nous voulons véritablement que nos communes décollent, il y a tellement d'outils qui ont fait leurs preuves ailleurs. Nous sommes à 23 ans de décentralisation. D'autres ont fait des siècles de décentralisation. Donc, il y a tellement d'outils qu'on peut adapter à notre contexte. Commençons déjà par diffuser les sessions du conseil communal, les sessions du conseil de supervision. Commençons déjà par les diffuser en direct ou même en différé, que les gens puissent avoir. Moi, je suis au Bénin, mais je peux suivre toutes les sessions des communes de la France, de la Suisse, etc. Tout est en ligne. Donc, même si le citoyen n'était pas disponible au moment du direct, le soir, en replay, il peut suivre ça. Ça fait que les citoyens sont imprégnés de ce qui se passe. On n'a plus l'impression que c'est un club d'amis qui gère nos ressources, nos milliards, et on ne comprend rien. Non. Donc, il y a des défis simples, faciles à relever aujourd'hui. Et moi, j'ai aimé qu'à Cotonou, à Porto-Novo, à Bomé-Calavi, je ne sais pas pour Parakou, mais j'ai suivi l'installation à Cotonou, à Bomé-Calavi et à Porto-Novo. J'ai suivi ça en direct sur Radio Cotonou et d'autres radios. Donc c'est déjà ça, de mettre ces éléments-là à la disposition des citoyens, et nous verrons que
leur relation, leur perception de la commune va changer. C'est de mettre aussi en place un dispositif pour que les services administratifs, quelqu'un veut une pièce, quelqu'un veut faire la légalisation, pourquoi ce n'est pas séance tenante? Pourquoi ne pas organiser au niveau de ceux qui peuvent signer une permanence de 5 heures, et dès que le citoyen arrive, on lui fait son truc et puis il s'en va. Le maire de Kulikame, qui est maintenant préfet du Koufou, il l'a fait à Kulikame en son temps. Et tout le monde a apprécié ce dispositif de performance de l'administration communale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que nous ne capitalisons pas les expériences. Quand quelque chose a réussi dans une commune béninoise, on doit capitaliser ça et diffuser pour que les autres ne perdent plus le temps sur les mêmes problèmes. Franck Kenevo, vous êtes expert en gouvernance locale et en décentralisation. On tend progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Quel serait votre mot de fin dans l'espérance de vous retrouver sur notre plateau? Merci. Je pense que ce que je donnerais avec toute la modestie que cela requiert, ce que je peux suggérer aux maires, ce n'est même pas, je ne suis pas qualifié pour donner des conseils, mais je pense que si les maires travaillent vraiment sur la démocratie locale, avoir des mécanismes où les citoyens comptent dans les prises de décision, et que s'ils travaillent vraiment à mettre en place une économie locale pour que les communes où il y a du bois, on puisse avoir des menuisiers qui sont à même d'aller gagner des marchés à l'étranger parce qu'ils ont développé cette expertise, qu'on puisse promouvoir l'économie locale pour que toutes les 77 communes soient dans la prospérité. Je pense que ces deux choses-là, c'est déjà important. On va ajouter, forcément, nous sommes à un moment où la lutte contre les dérèglements climatiques est de mise. Donc, il faut aller vers tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est économie verte. Et ça, je pense que les communes peuvent faire beaucoup de bons qualitatifs dans ce domaine, étant donné qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut mobiliser à l'international. Quand vous voyez le maire de Cotonou, son profil, il peut aider à cela. Le fonds d'investissement communal qui sera mis en place peut aussi aider à cela. Merci infiniment, Franck Kenevo, d'être passé sur ce plateau. Ce sera donc pratiquement tout. Mesdames et messieurs, on se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.